C'est parti. Aujourd'hui, je rends les explications de texte que vous m'avez pondues sur le chapitre 2 de La Liberté de John Stuart Mill. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que je suis moyennement satisfait de vos travaux. J'ai corrigé vos travaux en même temps que mon autre classe de terminale générale, qui a la réputation d'être moins travailleuse et moins sérieuse que vous. Eh bien, ils ont fait mentir leur réputation et c'est surtout vous qui avez fait mentir la vôtre. C'est-à-dire que globalement, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il y a des copies qui font. Il y a un grand nombre de copies, il y a bien une quinzaine de copies qui font 3 pages. Okay. Là où la moyenne des autres copies, ça tourne plutôt autour de 7-8 pages dans l'autre classe. Okay. Et il y a, allez, un bon tiers des copies qui ne sont pas écrites en français. Je ne peux pas le dire autrement. Quand vous faites 20 fautes, 30 fautes, 40 fautes de syntaxe, d'orthographe, de conjugaison par copie, vous ne méritez pas la moyenne. C'est aussi simple que ça, en fait. Donc, je ne sais pas quoi faire. Va falloir vous remettre à lire la Bibliothèque Rose, parce que vraiment, il y a de grosses lacunes en expression écrite, des lacunes qui ne sont pas acceptables en terminale, et des lacunes qui ne seront pas acceptées à partir de maintenant. Donc vraiment, à partir de maintenant, j'arrive en bas de l'introduction et je compte 20 fautes, j'arrête de lire la copie. Et je vous mets 5. C'est déjà très bien payé, effectivement. Hein. C'est déjà pas mal payé. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Parce que c'est vraiment le truc qui m'a le plus exaspéré. J'ai des élèves qui n'ont pas du tout le même profil que le vôtre dans mon autre classe. Ben, ils ont fait l'effort de me rendre des copies sérieuses. Des copies où on voit qu'ils avaient passé du temps. C'est le minimum en fait. C'est le minimum qu'on puisse attendre d'élèves. Et je ne peux pas me passer du minimum. Alors, pour le reste, question de forme. Il y a une explication de texte qui n'est pas une explication de texte. C'est-à-dire que il y a un gars qui m'a sorti un article Wikipédia sur je ne sais plus quoi, sur la Révolution française ou un truc comme ça. Et j'étais là, mais quel est le rapport avec la choucroute? Ou plutôt le pudding? Parce que la plupart d'entre vous semblent oublier que Mill est anglais et qui se fout à peu près comme de son 6e col amidonné de la situation du Second Empire et des lois de sûreté du Second Empire. Ça n'est absolument pas un enjeu pour un type qui s'appelle John Stuart Mill. Si vous voulez, John Stuart Mill, quand on lit un nom pareil, on se dit qu'il n'est pas berrichonnant. C'est pas un Tourangeau de souche avec un nom pareil, surtout pour un type qui écrit un bouquin en 1859. Donc, à part ça, il y a quand même eu, au minimum, un respect pour la forme. Le vrai problème, c'est que le plus souvent, vous en restez à la paraphrase, c'est-à-dire à la simple reformulation de ce que dit l'auteur. Vous ne parvenez pas, sauf cas exceptionnel, à entrer dans une explication du propos de l'auteur. Alors, est-ce que vous connaissez avec les TG3 ou pas du tout? Un petit peu. Bon, vous voyez quelle est la tête de classe. Il y a un trio de filles assez exceptionnelles. Vous leur empruntez leur copie
et vous en faites des photocopies et vous faites tourner, parce que c'est vraiment des travaux, les travaux qu'elles m'ont rendu. Je crois que j'ai mis un 20 hein, ou un 19. J'ai dû mettre deux 19, un 18, un 17. La meilleure copie est à 15 ici. Et j'avais mis une flopée de 14, de 15 dans l'autre classe. C'est pour vous dire que là, il y a vraiment un écart que je parviens pas franchement à m'expliquer. À moins que j'ai été trop sympa avec vous au premier devoir et que vous vous êtes dit, bon, bah, le deuxième, ça passera aussi. Bah là, c'est pas passé vraiment. C'est vraiment pas passé. C'est pas grave, hein. C'est la première explication. C'est quand même dommage. Alors, euh, une remarque d'ordre méthodique. On va prendre les choses dans l'ordre. Dans l'introduction, il y a très peu de bonnes annonces de plan. Une annonce de plan, c'est quelque chose de précis. Je vous ai distribué un corrigé. Vous pouvez voir que l'annonce du plan est précise, circonstanciée et surtout, on comprend tout de suite le contenu. Le plan commence systématiquement par un sujet qui est toujours 1000 et j'explique un minimum, ou plutôt je formule un minimum ce que dit 1000 dans chacune des parties. Donc il faut reprendre la question du plan, okay, de l'annonce du plan. Une remarque sur les premiers paragraphes. Ah oui, il y a une copie qui confond paragraphe et partie. Je sais plus, une ou deux, je sais plus lesquelles. Il y a un élève qui m'a fait une première partie qui sera en fait un premier paragraphe mais sur l'ensemble du texte, une deuxième partie qui sera en fait un deuxième paragraphe sur l'ensemble du texte, une troisième partie, etc. etc. C'est pas ça qu'il faut faire. L'explication de texte, c'est une lecture non pas analytique mais suivie. Et donc, il faut respecter dans chacune des parties les parties du texte. Suivre l'ordre chronologique du texte. Les premières parties, souvent, vous avez eu du mal à les formuler, alors qu'on vous demande simplement de restituer l'argument de l'auteur. Il y a eu quelques copies qui ont fait des remarques de style sans fin sur ah là il utilise un si donc c'est une hypothèse. L'hypothèse c'est le raisonnement le scientifique le plus rigoureux, donc c'est un raisonnement scientifique, etc., etc. On ne vous demande pas de faire du style, on ne vous demande pas de faire de l'analyse grammaticale, on vous demande simplement de restituer l'argument et de comprendre sa place dans l'argumentation générale du texte. Est-ce que c'est un exemple? Est-ce que c'est une thèse? Est-ce que c'est une objection que l'auteur s'adresse à lui-même? Est-ce qu'il répond à une objection? Etc. etc. Là où le bas blesse le plus, c'est sur la partie d'analyse conceptuelle. Euh, et en fait, c'est ça qui fait une explication de texte. Il faut expliquer ce que c'est. Et expliquer, ça prend du temps. Ça ne peut pas être réglé en deux lignes. Il faudrait expliquer ce que c'est qu'une opinion. Vous vous êtes contenté de dire c'est une croyance qui n'est pas justifiée. Bah, il fallait se creuser un petit peu pour essayer d'expliquer ce que c'était. Pour 1000. Vous avez... en fait, le seul truc que vous avez essayé d'expliquer, le plus souvent dans le texte, et vous êtes planté, mais c'est pas grave, je respecte, c'est voler l'humanité. C'est ligne 2, 4, 6, 7, il me semble. 2, 4, 6, 7, oui. Je relis la phrase. Mais ce qu'il y a de particulièrement néfaste à imposer silence à l'expression d'une opinion, c'est que cela revient à voler l'humanité. Et j'ai des élèves enfin j'ai des copies qui m'ont dit, mais ça veut dire voler ce qu'il y a de plus précieux en l'humanité, c'est-à-dire l'humanité elle-même. Censurer l'opinion, c'est dépouiller l'humanité de l'être humain de sa qualité d'homme, etc., etc. Mais non, pas du tout. Ok.
ça revient à voler l'humanité, ça revient à voler les gens. Ok? Donc, manque de peau, quoi, vraiment. Quand il y a une tentative d'explication d'un truc qui vraiment méritait pas tant d'explications que ça, à savoir le fait de voler l'humanité. Pourquoi est-ce que la censure vole l'humanité? Parce qu'elle prive les générations présentes et futures de la connaissance possible d'une opinion. C'est ça. L'humanité, c'est les générations présentes et futures. C'est pas la qualité qui fait un être humain. C'est pas la noblesse ou la dignité humaine. Ok, c'est pas ça du tout. Eh bien là, vous vous êtes planté. C'est pourtant ça qu'il faut faire. C'est se demander quel est le sens des mots. Quel est le sens des mots? Dans quel sens Mill emploie-t-il l'humanité? L'humanité, c'est mankind, non? C'est les gens. C'est tout. C'est pas autre chose. Et donc, vous creusez pas assez la dimension purement explicative du texte. Quant à la dimension critique, alors là, c'est quasiment, enfin, c'est carrément n'importe quoi. C'est-à-dire que vous recrachez ce que j'ai pu vous dire en cours. Vous avez fait, pour la plupart d'entre vous, aucune recherche sérieuse sur Benjamin Constant, sur Rousseau. Quand je vous donne des références, c'est pour que vous alliez les lire, hein. C'est pas pour que vous puissiez les recaser immédiatement dans votre copie. Faut travailler, en fait. C'est aussi simple que ça, je peux pas le dire autrement. Et donc, ça se solde généralement en 3 lignes, ces parties-là. Forcément, hein, bah, ça fait 3 pages. C'est-à-dire que si vous sacrifiez l'explication et si vous sacrifiez les paragraphes de critique, d'analyse critique du texte, à la fin, il ne vous reste pas grand-chose. Voilà. Alors, je reviens sur 2 points. Allez. Allez, 3 points particuliers, points que je n'ai pas explicitement soulevés dans l'explication. Je reviens sur la première phrase du texte. Alors, il y en a qui ont essayé d'exprimer ça sous forme d'équation mathématique, mais vraiment, c'est pas compliqué. Simplement, la censure par une minorité qui serait réduite à une personne, censure par la majorité. Okay. Si tous les hommes moins 1 partageaient la même opinion, il y en a littéralement un qui a mis x moins 1, si tous les hommes moins 1 partageaient la même opinion, ils n'en auraient pas pour autant le droit d'imposer silence à cette personne. Pas plus que celle-ci d'imposer silence aux hommes si elle en avait le pouvoir. On comprend bien ce que veut dire Mill, en fait. C'est relativement clair. La censure, qu'elle vienne d'une personne ou de la quasi-totalité des membres, est inacceptable. La liberté d'expression est un droit qui est inviolable, quelles que soient les circonstances. Et ce droit doit être protégé. Au fond, dans un premier paragraphe, je ne m'attendais qu'à ça. Pourquoi est-ce que Mill dit ça? Et c'est là qu'on explique un texte. Expliquer, ce n'est pas reformuler, c'est expliquer pourquoi. Au fond, il faut interpréter ce que dit Mill. Pourquoi Mill parle de tous les hommes moins un et un contre tous? Pourquoi oppose-t-il ces deux situations? Alors quand on réfléchit, on prend effectivement au sérieux le contexte dans lequel Mill a écrit de la liberté. Et on comprend que le monde est effectivement en train de changer. Le monde où un homme pouvait censurer l'opinion de la quasi-totalité des autres, c'est quel monde? Ouais, c'est le monde d'avant, exactement. C'est le monde du passé. Pourquoi était-il si facile de censurer une opinion à l'époque? Alors la monarchie, oui, l'époque d'avant la révolution industrielle en fait. C'est-à-dire d'avant les révolutions techniques qui vont entraîner les immenses progrès qu'on sait dans l'imprimerie. Je crois que c'est la presse rotative, c'est 1847, quelque chose comme ça, ou dans ces eaux-là.
La presse rotative, c'est ce qui va permettre en fait d'acheter des journaux dans les kiosques de journaux, plutôt que d'être un gros bourge qui reçoit son journal chez lui parce qu'il l'a payé, parce qu'il a les moyens de le payer. Maintenant, vous allez avoir des vendeurs, vous voyez ça dans les westerns, vous allez avoir des vendeurs qui vont vendre littéralement à la sauvette dans la rue le journal. Le journal, ça devient démocratique. Ok. Pourquoi c'est si facile de censurer une opinion avant la révolution technique de l'imprimerie? Tout simplement parce que personne ne sait lire. Et ceux qui ont les moyens de lire le journal, c'est-à-dire de l'acheter régulièrement, ils sont très peu nombreux. Donc il suffit de contrôler l'opinion, de censurer l'opinion d'un homme pour que toute une partie de la société soit privée de la connaissance de cette opinion. La majorité qui censurait l'opinion d'un seul, c'est le nouveau monde, en fait. C'est le monde d'après l'imprimerie. C'est le monde où, justement, il va y avoir ce qu'on pourrait appeler la formation d'une opinion commune, d'une opinion publique, qui pourrait intimider l'expression des opinions minoritaires. Okay. Ah oui, un truc. N'utilisez pas le mot qui est aujourd'hui piégé, en fait, depuis les années 70, à cause des Américains, encore une fois. N'utilisez pas le mot les minorités. Les minorités a un sens évidemment ethnique aujourd'hui. Quand on parle des minorités, on parle de Black Lives Matter, au fond. Là, il ne s'agit pas d'ethnie, il s'agit d'opinion. Il ne s'agit pas de parler du sort des Noirs et des Hispaniques en Floride. Il s'agit simplement de dire j'ai une opinion minoritaire sur une question. Donc voilà, les minorités, vous évitez. Vous utilisez la minorité ou l'opinion minoritaire. Et donc, effectivement, c'est le cadre démocratique qui permet d'opprimer la minorité. Au fond, la majorité a un pouvoir qu'elle n'a pas sous l'Ancien Régime, mais qui est bien plus terrible, parce que c'est une censure qui se part de la légitimité démocratique. Et ça, c'est très intéressant, parce que ce que Mill essaye d'expliquer dans ce texte, c'est que la liberté d'expression, il ne faut pas la défendre sous l'Ancien Régime. Ça va de soi qu'il faut la défendre sous l'Ancien Régime. Il faut la défendre, coûte que coûte, dans un cadre démocratique. Et ce cadre démocratique est un danger pour la liberté d'expression. On trouve des analyses qui sont très... Mill est un libéral, et on retrouve des pensées qui sont très proches d'un autre penseur libéral français, ce coup-ci, qui est Tocqueville. Tocqueville, j'ai vu mentionner, je crois, 2 fois dans vos copies, et encore, c'était toujours en passant. Ça, c'est le premier point. Okay. Comment expliquer une phrase? Pourquoi est-ce qu'il parle de un contre tous et de tous contre un? Passé, futur. Okay. Aujourd'hui, si on devait actualiser la thèse de Mill, on pourrait se demander si les minorités ne sont pas en train de reprendre du poil de la bête et de censurer les opinions majoritaires. Okay. Si certains, par l'intermédiaire de certains lobbies, est-ce que l'influence médiatique n'a pas changé à ce point aujourd'hui qu'un groupe très organisé mais très influent peut totalement biaiser la représentation de l'opinion publique par l'intermédiaire des médias. Deuxième point que je voudrais souligner, avant qu'on aille à la soupe, parce que je commence à avoir sacrément la dalle. Deuxième point que je voudrais souligner, c'est un point qui est que je trouve vraiment intéressant, c'est la question des opinions haineuses. La haine, c'est mal. Vous n'aurez pas ma haine, même vous, hein, avec vos copies. Vous n'aurez pas ma haine, ok. C'est une question qui est fondamentale, effectivement, puisque Mill ne dit jamais explicitement dans le chapitre 2 qu'il faudrait censurer
les opinions diffamatoires, l'injure publique. Mais aujourd'hui, au fond, c'est pas de ça qu'on parle. Ce n'est pas de ça dont on parle. C'est beaucoup plus de la haine sur les réseaux sociaux, la haine, les discours de haine. Ok. Alors, j'ai un enfin, il faut prendre au sérieux cet argument, et à mon avis, ce n'est pas un bon argument. Pourquoi? L'argument de ceux qui condamnent au nom du critère de la haine, du critère sentimental de la haine, ça consiste à dire que les opinions haineuses entraînent une terreur chez ceux dont ils sont la cible. Ceux qui sont la cible des discours de haine ont peur de sortir de chez eux, de prendre la parole en public et de s'exprimer. Et au fond, la raison pour laquelle on pourrait censurer certaines opinions, c'est au nom de la liberté d'opinion. On devrait censurer la liberté d'opinion parce que certaines opinions entravent la liberté d'expression des autres, okay, de certaines minorités, pour le coup, qui seraient la cible de la peur, la cible de la haine, et donc les victimes de la peur. Ok, très bien, très bien. Il y a un léger problème avec cet argument. Enfin, il y a trois légers problèmes avec cet argument, en fait. Premièrement, qui nous dit ce qu'est la haine? Est-ce qu'il y a un, un tribunal de la haine, si vous voulez, qui est censé apprécier ce qui relève de la haine ou ce qui n'en relève pas? Est-ce qu'on peut établir par des lois un critère objectif de la haine, alors que la haine, comme tout sentiment, est subjectif? Ça, c'est le premier point. Qui décide de ce qu'est un discours de haine? Parce que, pour dire les choses très clairement, le discours du général de Gaulle le 18 juin 1940, c'est un discours de haine. Le discours du maréchal Pétain appelant à cesser les combats, c'est un discours d'amour et de tolérance. Non mais vraiment, hein, vraiment. De Gaulle, c'est un discours de haine, c'est un discours de guerre, c'est un discours belliciste, c'est un discours qui n'est pas animé de sentiments doux. Le discours du maréchal Pétain, c'est un discours de paix, c'est un discours d'amour, c'est un discours d'amitié franco-allemande, n'est-ce pas? Est-ce qu'il faut considérer que le discours du maréchal Pétain a plus de valeur intrinsèque que le discours du général de Gaulle et plus de valeur morale que le discours du général de Gaulle? Après, ça n'engage que moi, mais je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Je suis même à peu près persuadé du contraire. Il y a des discours de haine qui sont légitimes, bien sûr. Il y a des sentiments de haine qui sont légitimes, bien sûr. Est-ce que la haine est un critère pertinent pour censurer certains discours? La réponse est, à mon avis, non. La preuve en est que ça m'avait beaucoup intéressé. C'est la rhétorique de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen est probablement un type qui hait énormément. D'ailleurs, ça l'a conservé. Puisqu'il est toujours pas, comme le Covid, c'est toujours pas fini. C'est un type dont la spécialité était de tenir des propos calomnieux, diffamatoires, racistes, sans jamais, et c'est ça qui était fascinant, sans jamais être haineux. C'est-à-dire que c'était du fiel, c'était doux, c'était dans la litote, c'était dans le sous-entendu, c'était dans la blagounette. Okay. Est-ce que ces discours-là doivent être censurés, ou pourraient être censurés au nom de la haine, au nom d'une loi sur la haine? La réponse est nine, comme dirait Jean-Marie Le Pen. La réponse est non. Et à l'inverse, si on doit censurer, c'est-à-dire vraiment supprimer des archives
des discours de haine, on aurait censuré à peu près les 2 tiers des discours du général de Gaulle prononcés entre 1940 et 1969. C'est comme ça. Ok. Euh, je suis contre la castration juridique du discours. On a le droit de ressentir. Enfin, aucune loi ne peut nous dire ce qu'on doit ressentir, en fait, quand on prononce certains discours. Et donc, pour moi, le critère pertinent, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'autant on ne peut pas mesurer ce que c'est euh, que la haine, et même si on le pouvait, est-ce que ce serait véritablement légitime? Ma réponse est non. En revanche, on peut savoir ce que c'est qu'une menace de mort. On peut savoir ce que c'est qu'une diffamation. On peut savoir ce que c'est qu'une injure publique. Et ça, à la limite, ça peut se condamner. Ça se condamne d'ailleurs. Okay. Mais en revanche, dire attention, il y a incitation à la haine parce qu'on tient certains discours. Le délit d'incitation, déjà, il faut quand même le savoir, c'est la Troisième République qui voulait se débarrasser des socialistes qui l'a inventé. Hein. L'incitation à la violence, à la rébellion, etc. Le délit d'incitation à, c'est pas forcément le truc le plus démocratique du monde. Okay. Et deuxièmement, c'est, enfin, comment dire, ça sert toujours les mêmes intérêts, si vous voulez. Quand en 2005, je ne sais pas moi, un exemple, on dit que Angela Merkel est une femme formidable, etc., etc., mais que Vladimir Poutine est un tyran sanguinaire. Alors, on peut être d'accord avec la première partie de la phrase et d'accord avec la deuxième partie de la phrase, mais le problème c'est que quand Le Monde publie, enfin, psychiatrise des leaders politiques comme Trump, comme Sarkozy, comme ça va toujours dans le même sens d'ailleurs, comme Mélenchon, comme etc. Quand on traite les gens de populistes, euh, ce ne sont pas des discours de haine, bizarrement. Autrement dit, le discours de haine, c'est un instrument qui sert tout simplement à censurer des opinions qui sont de moins en moins minoritaires. Ça ne sert qu'à ça, et ça n'a toujours servi qu'à ça. C'est comme euh, le terme fasciste, facho. Fasciste, c'est un truc qui a servi à la gauche communiste, et pas que, à disqualifier un certain nombre d'opinions. De Gaulle était fasciste hein, en 58. Bon, ironie de l'histoire quand même. Hein. D'un seul coup, il s'est retrouvé avec un autre uniforme que celui qu'il avait toujours porté. Dommage. Donc, dernier point. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, un truc qui m'a un petit peu surpris. Vous êtes scientifique. Pour la plupart. Non, non. La plupart d'entre vous faites des sciences. Euh, Est-ce que vous considérez qu'une théorie scientifique, c'est une opinion? Oui ou non? Bah, bah, c'est chaud, effectivement, si vous considérez que c'est du domaine que les protocoles scientifiques en physique, c'est du domaine de l'opinion, que la reproductibilité d'une expérience, c'est du domaine de l'opinion, que le déterminisme causal, c'est du domaine de l'opinion, bah c'est, je vais devenir platiste hein, dans ces conditions, parce que c'est aussi une opinion qui a autant de valeur qu'une autre. C'est le problème, si vous voulez. Vous avez fait du cadre scientifique le modèle de ce que doit être la liberté d'expression. Vous avez parfaitement raison, pour des raisons méthodologiques, la science ne peut pas se passer d'une liberté d'expression, et même d'une communication publique des moindres découvertes, des moindres hypothèses, parce que c'est comme ça que progresse la science, au fond. C'est une sorte de gigantesque marché des idées. Mais ça ne relève pas. La science et l'opinion, ce n'est pas la même chose. En fait, ce qui est surprenant dans certaines copies, c'est que vous passez un petit peu de temps à m'expliquer que l'opinion, c'est pas la science, et ensuite vous dites la liberté d'opinion, d'expression, c'est très, très important, notamment en science. Il faudrait savoir. Ici, le texte de Mill porte bien sur l'opinion, et c'est ça le problème.
C'est que autant on peut penser, moi je ne le pense pas, tous les épistémologues récents, enfin quand je dis récents, c'est depuis Pascal, depuis le XVIIe siècle, ne le pensent pas. Autant on peut penser que la science a à voir avec la vérité. On sait aujourd'hui que non. La science est une approximation objective de la réalité, des phénomènes, mais aucune théorie scientifique ne peut prétendre détenir la vérité. C'est une illusion rétrospective, si vous voulez, de considérer. Oui, Pour l'instant, on agit comme si la théorie était oui, la tout vérité à fait. jusqu'à ce qu'elle soit démontrée de ses autres. Oui, bien sûr. On peut considérer que c'est la vérité jusqu'à ce Ouais. que... Alors, vous avez vu du Duhem? Je pense que vous ne faites pas beaucoup d'histoire des sciences ni de philosophie. Pierre Duhem. C'est un type qui dit la chose suivante. Ah non, c'est pas Duhem qui dit ça. C'est, excusez-moi, c'est mince, comment il s'appelle? Claude Bernard, qui est un médecin, le médecin français le plus célèbre avec Pasteur. Enfin, à mon avis, c'est un meilleur médecin que Pasteur, mais du 19e siècle. Quand Guilhem dit en science, il faut être à la fois croyant et athée, c'est-à-dire que il faut croire au déterminisme, c'est-à-dire qu'il faut croire qu'on puisse expliquer les phénomènes. Il faut croire que tout est fait à une cause et que quand on est face à un phénomène, on a affaire à quelque chose qui va pouvoir être intégré dans un système de lois naturelles. Ça, c'est la croyance du savant. Et en revanche, il faut être athée en ce qui concerne les théories. C'est-à-dire il faut pas tellement partir du principe que la théorie initiale est vraie. Il faut plutôt partir du principe qu'elle sera falsifiable. C'est-à-dire qu'elle est faite pour être réfutée un jour. Et que la théorie, c'est ce qui distingue la théorie de la prophétie religieuse, doit mettre en place un certain nombre de dispositifs, dont l'expérimentation en fait, pour pouvoir être falsifiée. La grande différence, si vous voulez, entre l'Ancien Testament et la théorie de la relativité générale, c'est que la théorie de la relativité générale fait un certain nombre de prédictions précises sur des phénomènes qui peuvent se produire et reproduire surtout dans certaines conditions, alors que la prophétie, je ne sais pas moi, d'Isaïe va dire un jour, un homme viendra libérer notre peuple de la tyrannie, etc., etc. Un jour, un homme, euh, tout ça n'est pas très précis, tout ça n'est pas falsifiable. Donc voilà. En fait, ce qui caractérise euh, la scientificité d'une théorie, c'est plus un rapport au faux qu'un rapport au vrai. La théorie scientifique fait tout, d'une certaine manière, pour être réfutée. C'est ce qui la rend scientifique. Elle va donner les moyens à ceux qui la suivent, d'une certaine manière, de non pas vérifier par des expériences la théorie, mais de la valider. Et c'est validé sous provision, si vous voulez. Sous provision qu'une autre expérience, par exemple, ou l'observation par des moyens technologiques qu'on n'avait pas à l'époque, sous provision donc que cette théorie ne sera pas invalidée par un autre fait. Au fond, la théorie scientifique est ouverte au faux parce qu'elle est ouverte au fait, à un fait nouveau qui viendra la contredire. Justement, c'est pas possible dans le domaine de l'opinion. C'est-à-dire que vous pouvez expliquer autant que possible à Roger, qui en manque d'alcool depuis que les bars sont fermés, qu'il a tort. Il n'y a aucun fait nouveau qui pourra lui prouver qu'il a tort. Okay. Et ça, c'est précisément un des problèmes de Mill. Un des problèmes de Mill, c'est de dire, voilà, il faut faire le pari qu'en mettant en commun des opinions individuelles, on parviendra à une rationalité collective. Autrement dit, vous mettez 100 imbéciles ensemble, ils iront plus loin qu'un type intelligent. Parce qu'ils auront mis en commun leurs opinions. Et que cette confrontation des opinions permettra de forger, pas forcément une synthèse, mais une opinion commune qui aura intégré la diversité et la pluralité de ces opinions. Au fond, s'il y a un bouquin de Mill à lire, c'est le socialisme.
socialisme de Mill. Mill n'est pas un socialiste, mais c'est un libéral. Et en tant que libéral, il va s'intéresser au socialisme, précisément dans la mesure où ce ne sont pas ses opinions. Et il va essayer, et c'est fascinant de voir ça, il va essayer d'en voir les bons côtés. Il va essayer de faire la part de ce qui peut fonctionner, de ce qui ne peut pas fonctionner dans le socialisme. Et au fond, Mill dit qu'il faudrait faire ça avec toutes les opinions. Il faudrait faire ça avec toutes les opinions politiques. Parce que la vérité n'est jamais dans un système. Elle est plutôt dans l'articulation, c'est assez vrai, hein, dans l'articulation de plusieurs systèmes. Le système a ceci d'attrayant qu'il est simple. Il donne une explication simple de la société, du monde, etc. Vous écoutez un communiste intimement convaincu du bien fondé de son opinion. Vous écoutez je ne sais pas moi, un libéral intimement convaincu de la validité de son opinion. C'est très séduisant parce que ça explique tout. Et ce que Mill dit, c'est que précisément, quand on est vraiment libéral, on essaie de comprendre que la systématicité, c'est séduisant parce que c'est simple, mais en réalité c'est simpliste. La réalité est souvent plus complexe que l'idéologie. Okay. Et voilà, j'en ai terminé.